Bonjour à tous, merci aux organisateurs de me permettre d'intervenir sur ce sujet. Je suis infectiologue à Chambéry, j'ai cette chance-là, et j'ai aussi le plaisir de coordonner un groupe qui s'appelle le Ginger, c'est le groupe Infectiologie-Gériatrie, c'est un intergroupe entre la Société de pathologie infectieuse de langue française et la Société française de gériatrie. C'est un groupe qui existe depuis une petite dizaine d'années et qui essaie de mettre en contact les infectiologues et les gériatres pour réfléchir à la problématique de l'infectiologie du sujet âgé au sens très large du terme, et en particulier évidemment sur l'antibiothérapie. Pour ceux qui sont intéressés, je vous annonce déjà qu'on a notre journée annuelle le 14 décembre à Paris, donc si certains sont intéressés pour venir y participer, vous êtes les bienvenus et je pourrai vous donner précisément les coordonnées si vous le souhaitez. Alors donc, antibiothérapie et personnes âgées, je vais peut-être commencer par des prérequis très simples mais nécessaires avant de voir si le sujet mérite vraiment d'être traité. D'abord, je pense que c'est un secret pour personne, il y a de plus en plus de personnes âgées, vous voyez les chiffres, et quand on regarde la pyramide des âges, sur les 100 dernières années et sur les 50 prochaines qui nous attendent, et ben cette pyramide des âges s'élargit progressivement vers le haut. Et les chiffres qui nous attendent pour 2050, c'est à peu près un quart de la population française qui aura plus de 65 ans. Et quand on parle des plus de 80 ans, voire des centenaires, c'est plus de 100 000 centenaires qui nous attendent dans quelques années, voire dizaines d'années. Donc indiscutablement, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées et donc ils vont consommer de plus en plus d'antibiotiques. Pourquoi ? Parce que les sujets âgés, vous le savez, font plus d'infections, et ça c'est valable aussi bien pour les infections les plus banales, que sont les infections pulmonaires ou les infections urinaires, comme pour les infections plus rares, mais aussi plus graves, comme les endocardites infectieuses. Vous voyez, pour ces deux types de pathologies, à gauche pour les pneumonies et à droite pour les endocardites infectieuses, que le pic d'incidence est au-delà de 75 ans, avec donc des sujets âgés qui font ces pathologies qui les conduisent dans nos services de maladies infectieuses et ou de gériatrie. Pourquoi ces sujets âgés font plus d'infections? Alors là, il y a de multiples raisons qui s'associent les unes aux autres. Bien sûr, il y a la fréquence des comorbidités, le diabète, l'artérite qui vont entraîner des plaies, la dénutrition aussi qui est un facteur majeur et dont on tient de plus en plus compte, on essaie en tout cas de tenir de plus en plus compte. Il y a des phénomènes physiologiques du vieillissement du système immunitaire, ce qu'on appelle l'immunosénescence, et qui est un sujet de plus en plus étudié et qu'on compare beaucoup d'ailleurs avec ce qui se passe dans le domaine du VIH. Des modifications anatomiques qui vont favoriser par exemple des infections urinaires plus fréquentes, en particulier chez la femme. Et puis un élément qui est assez important, c'est également souvent la présence de matériel étranger, et notamment quand on pense au matériel étranger, on pense aux prothèses articulaires qui sont une source d'infection fréquente chez le sujet âgé, mais on peut aussi tout simplement parler des infections sur sonde à demeure qui sont également plus fréquentes. Vous voyez qu'il y a plein de bonnes raisons pour que les sujets âgés fassent plus d'infections. Et dernier élément concernant ces infections, c'est qu'elles sont particulièrement graves. Donc là encore, l'explication est sans doute en grande partie liée à l'immunosénescence, mais vous voyez que sur des données, alors en dessous c'est l'incidence et au-dessus c'est la mortalité, vous voyez que clairement on a une fréquence très croissante au-delà de 60-65 ans, et même après, au-delà de 65 ans, par tranche de 5 ans, on a une augmentation encore de la mortalité, ce qui n'est pas très surprenant, mais c'est vraiment bien montré dans ce papier qui avait étudié la mortalité des pneumonies. Donc voilà, plus de sujets âgés qui font plus d'infections, des infections plus graves. Donc on peut se douter qu'ils vont consommer beaucoup d'antibiotiques. Alors c'est intéressant parce que je n'ai pas réussi à trouver de chiffre de consommation d'antibiotiques par tranche d'âge. Chaque année, vous savez qu'on reçoit les informations sur la consommation d'antibiotiques globale en France. On a une consommation globale par sexe, mais on n'a pas de consommation globale par âge. Et c'est sans doute des données qui seraient intéressantes à obtenir pour avoir un petit peu de l'épidémiologie de la consommation d'antibiotiques en France. Donc, à l'évidence, le sujet est pertinent. Maintenant, il faut voir comment l'aborder. Alors, souvent, ce sujet est abordé sur un versant en fait assez théorique. Il y a eu pas mal de revues, dont une qui est assez récente, vous voyez, qui date de 2015, pardon, et qui est très bien faite, qui revient sur la problématique en fait liée surtout aux modifications physiologiques secondaires à l'âge. En fait, ces modifications concernent absolument toutes les étapes de la biotransformation des antibiotiques et sont bien évidemment plus importantes quand on parle d'antibiotiques pris par voie orale.
Alors, ces modifications ont sans doute des conséquences importantes, soit parce qu'elles vont entraîner une diminution de la concentration sérique d'antibiotiques et donc potentiellement un manque d'efficacité, soit à l'inverse, parce qu'elles vont entraîner une augmentation de la concentration sérique et donc potentiellement exposer à une mauvaise tolérance de l'antibiothérapie. Donc on va essayer de voir quelles sont ces modifications physiologiques. Donc si on prend dans l'ordre du tractus digestif, d'abord la phase d'absorption. On sait qu'avec la prise de l'âge, mais aussi avec l'utilisation fréquente des IPP dans la population âgée, on a une baisse de l'acidité gastrique, et ça peut entraîner des modifications de l'absorption des antibiotiques, notamment les bêta-lactamides ou les macrolides. Il y a également, par un vieillissement des tissus, une baisse de la vidange gastrique, une baisse du flux sanguin splanchnique et une baisse du péristaltisme, et tout ça a un impact sur l'absorption, et ça a notamment été montré pour l'amoxicilline acétylclavulanique et les fluoroquinolones. Donc, une absorption qui a tendance à se faire moins bien quand l'antibiotique est administré par voie orale. Quand on va ensuite sur la phase de distribution, vous savez qu'avec la prise d'âge, il y a une modification du rapport entre le tissu adipeux qui représente 30% de la masse totale de l'individu. Et donc ça va vous dire à une modification de la répartition des antibiotiques selon leur caractère très liposoluble ou peu liposoluble, avec une augmentation de la demi-vie des antibiotiques liposolubles, que sont surtout la rifampicine et quinolone, et une augmentation de la concentration sérique des antibiotiques qui sont plutôt hydrosolubles, donc notamment les bêta-lactamides. Alors ça peut avoir l'importance notamment sur l'utilisation de la ceftriaxone, et ça peut inciter à utiliser parfois des doses un peu plus importantes. Il y a également l'hypoalbuminémie qui va modifier la demi-vie des antibiotiques qui sont fortement liés aux protéines, par exemple les glycopeptides. Concernant le métabolisme hépatique, il est diminué. Il y a peu d'éléments qui ont été étudiés sur ce versant-là, mais on suppose que ça impacte notamment le métabolisme des macrolides. Et puis, ce qu'on connaît tous et qu'on utilise pour le coup très quotidiennement lors de la prescription d'antibiotiques chez les sujets âgés, c'est la problématique de la fonction rénale qui va évidemment influencer l'expression des antibiotiques. Alors vous savez que c'est très difficile d'estimer la filtration glomérulaire chez les sujets âgés. Aucune équation n'est parfaite. Néanmoins, c'est globalement CKD ou le MDRD qui est utilisé. Et si on a une baisse du débit de filtration glomérulaire, on aboutit potentiellement au risque de surdosage. Donc c'est valable pour la plupart des antibiotiques qui sont excrétés par voie urinaire, notamment les bêta-lactamines. Et à l'inverse, on a un défaut d'expression de l'antibiotique où on cherche à ce qu'il soit efficace, donc notamment dans les urines. On peut avoir un manque d'efficacité, c'est un piège classique de la furamantine, qui est utilisée donc dans le traitement des cystites. Pour être efficace, elle doit être concentrée dans les urines, et en dessous d'une clairance de 40, on n'a quasiment plus de furamantine, et donc aucune efficacité à attendre de cet antibiotique. Donc ça, c'est sans doute des éléments, bien sûr, qui doivent être pris en compte au quotidien. Néanmoins, vous voyez que tout ça est quand même très théorique, c'est très difficile à étudier, et en fait, en pratique, on a quand même l'impression qu'en dehors des modifications de la filtration glomérulaire et donc de la fonction rénale, ces éléments-là sont difficiles à prendre en compte dans la pratique quotidienne du clinicien qui a son patient âgé qui fait l'infection. Et finalement, il y a une autre manière d'aborder la question de la prescription d'antibiotiques chez les sujets âgés, pour le coup, qui est assez peu explorée dans la littérature. Les vraies problématiques au quotidien, quand on fait la visite et qu'on voit nos patients âgés infectés, c'est d'abord qu'est-ce que c'est qu'un sujet âgé? C'est l'éternelle question de l'âge. À partir de quand est-on vraiment un sujet âgé? Et en fait, vous allez voir que sans doute la question est un petit peu différente. Quand et quoi commencer comme antibiotique? La question n'est pas si facile à répondre. La problématique des interactions médicamenteuses, on va y revenir, qui est bien sûr très très fréquente. Les difficultés d'administration, qui sont un sujet qui est finalement très peu abordé et pourtant qui est quasi quotidien dans un service de gériatrie. La tolérance, notamment sur des antibiothérapies prolongées. Et puis on dira juste un petit mot sur la question éthique. Donc on va revenir sur ces différents points. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de gériatres dans la salle, je suis infectiologue et je ne m'aventurerai pas à faire de la gériatrie, mais il y a une notion que j'ai découverte en côtoyant les gériatres, c'est la notion de fragilité. Plus que l'âge, finalement, ce qui nous intéresse, c'est voir si le patient est très susceptible à toute pathologie
aigu qui pourrait survenir et précipiter un petit peu son déclin. Donc pour faire très simple, vous savez qu'on a un vieillissement physiologique. Ce vieillissement physiologique peut être accéléré par toute pathologie chronique qui va se surajouter. Bien sûr, quand on a plusieurs pathologies chroniques, on a un risque de vieillissement encore plus accéléré et d'aboutir plus rapidement à une défaillance d'organes. Et à partir de ces éléments-là, on peut définir trois grands phénotypes de sujets âgés, du sujet robuste qui a finalement un vieillissement physiologique qui se fait bien, sans maladie surajoutée, qui va être un petit peu comme un sujet plus jeune. Et sans doute que ce sujet robuste-là sera vieux bien plus tard que les autres. À l'autre bout, il y a le sujet complètement dépendant, alité polypathologique, et qui lui va être très susceptible aux infections, mais chez qui aussi sans doute la sémiologie infectieuse va être beaucoup plus difficile à traiter. Et puis entre les deux, il y a ce fameux sujet fragile, qui est en gros sur le fil de l'arête, et qui va pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre, selon le moment où survient éventuellement, par exemple, un élément aigu comme une infection. Alors c'est très difficile d'évaluer la fragilité. Il y a des critères de Fried qui sont proposés, c'est des vieux critères qui datent de 2001. Listés comme ça paraît assez simple, mais en fait c'est assez précis comme manière d'évaluer la fragilité. Ils sont proposés par exemple dans le dernier consensus sur les infections urinaires de la SPIF. En pratique courante, c'est assez compliqué à utiliser, et donc il y a des outils qui sont proposés. Alors, même si les gériatres ne sont pas tous d'accord, mais par exemple il y a cet outil assez simple, alors c'est plus pour le soin ambulatoire, mais c'est une grille de dépistage de la fragilité qui peut être utilisée. Voilà, et donc là-dessus va se greffer une infection parfois simple qui peut précipiter le sujet d'emblée vers une insuffisance d'organes importante, où la première fois il va pouvoir récupérer, mais à l'infection suivante, il va devenir beaucoup plus dépendant. Et donc la problématique de l'infectiologie du sujet âgé, c'est aussi cette problématique du vieillissement. Deuxième élément, donc, dans la pratique quotidienne, une fois qu'on a identifié un petit peu à quel type de phénotype appartient notre sujet âgé, c'est quand commencer le traitement antibiotique. La sémiologie infectiologique, en particulier chez les sujets âgés, n'est pas toujours simple à interpréter. Vous savez que globalement, les sujets âgés font moins facilement la fièvre, moins facilement de frissons, donc on peut avoir des tableaux beaucoup plus atypiques qui sont souvent uniquement liés à une dégradation de l'état gériatrique du patient, qui est plus confus, qui se met à chuter alors qu'il ne chutait pas avant, qui dégrade son état général, et c'est parfois difficile, et ça c'est une question quasiment quotidienne que nous posent les gériatres, c'est, voilà, j'ai cet examen biologique qui est un peu perturbé, mon patient il me semble un petit peu moins bien, est-ce qu'il faut que je mette un traitement antibiotique uniquement sur ces arguments-là? Et la réponse est bien sûr très difficile à apporter. Il y a également souvent chez ces patients des causes multiples de syndromes inflammatoires, liées aux comorbidités, notamment les cancers qui peuvent à eux seuls entraîner une élévation de la CRP, souvent les problématiques de plaies chroniques, que ce soit une plaie sur un pied diabétique ou un escarre ou un ulcère. La problématique également des arthrites microcristallines fréquentes dans cette population et qui peuvent parfois complètement mimer une arthrite septique. Vous pouvez avoir très bien 40 de fièvre et 300 de CRP avec une crise de goutte. Et puis, dernier élément, sur le versant bactérien, l'apport de la bactériologie est modéré, en tout cas, doit être considéré avec prudence, puisque les colonisations bactériennes, vous le savez, sont fréquentes, et notamment les colonisations urinaires, en particulier chez la femme âgée. Et donc, il ne s'agit pas de débuter un traitement antibiotique uniquement sur l'argument que le CBU est positif dans cette population. Dernier élément, quoi commencer? Une fois qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on commence ou est-ce qu'on ne commence pas? C'est comment commencer. Et vous savez que les bactéries multirésistantes sont bien plus fréquentes chez le sujet âgé. Ça, c'est valable aussi bien dans la communauté que dans les structures de soins dédiées au sujet âgé. Vous voyez les chiffres ou vous ne les voyez pas. En tout cas, il y a une différence tout à fait significative. Ça s'est appuyé sur les infections urinaires qui a été fait par l'équipe de Caen et publié récemment. Et vous voyez que grosso modo, pour les germes urinaires, la fréquence des résistances, notamment sur les entérobactéries résistantes au C3G et les BLSE, est 2 fois supérieure à ce qu'on trouve chez des sujets beaucoup plus jeunes. De la même manière, en EHPAD, j'ai récupéré les derniers chiffres de l'enquête PrEV-EHPAD qui sont parus il y a quelques jours. Alors, on est assez surpris du chiffre de SAMR. Je ne pense pas qu'on ait 72% des staffs qui soient résistants à la médicilline dans les EHPAD. Ça, c'est uniquement ce qui avait été retrouvé sur les ECBU. Mais bon, on a de manière à peu près certaine une colonisation par SAM qui est plus fréquente. Le chiffre des entérobactéries résistantes au C3G et des BLSE est sans doute plus le reflet de la réalité. Vous voyez que c'est plus de 10% des entérobactéries qui sont sécrétrices de BLSE.
Et pas de carbapénémase sur cette enquête-là, mais vous voyez ce qui se passe juste de l'autre côté des Alpes, avec là pour le coup des chiffres qui sont tout à fait valables en termes d'épidémiologie bactérienne dans les EHPAD d'Italie, où la fréquence du SARM est à peu près de 1/3, mais surtout les BLSE, c'est quasiment 2/3 des entérobactéries, et puis bien sûr la menace carbapénémase qui est bien plus importante là-bas, et qui est déjà bien visible dans les EHPAD. Donc, clairement, quand on va débuter une antibiothérapie, il va falloir réfléchir à la largeur de spectre et on va sans doute adapter en fonction du phénotype de notre patient, encore une fois qu'il soit parfaitement robuste ou fragile, voire dépendant, en fonction du type d'infection, des sites de gravité qui vont pouvoir y être associés, et ça fait partie des éléments qui sont bien gradés, notamment dans le consensus sur les infections urinaires, où on va considérer le risque BLSE en fonction de la gravité du tableau, et également de la fragilité du patient, puisqu'il y a dans ce texte-là une partie dédiée au sujet âgé. Autre problématique très fréquente, c'est les interactions médicamenteuses. Vous savez que plus les sujets vieillissent, plus ils ont de comorbidité, plus ils ont de traitements, et ces traitements vont potentiellement pouvoir interagir avec les antibiotiques qui vont être prescrits. Donc les chiffres qu'on a là, qui sont déjà un petit peu anciens, mais c'est à peu près 2/3 des patients de plus de 75 ans qui ont au moins 6 médicaments. Et il a été bien montré que les antibiotiques sont les médicaments qui entraînent le plus d'effets indésirables liés au traitement co-administré. Alors certaines polymédications sont bien sûr indispensables chez des sujets qui ont plusieurs comorbidités, mais vous voyez que sur l'ordonnance de droite, on peut se douter qu'il y a sans doute certains traitements qui sont inutiles, mais qui potentiellement vont pouvoir entraîner des effets secondaires ou interagir avec les antibiotiques. Donc ça, il faut bien garder en tête que les antibiotiques les plus pourvoyeurs d'interactions médicamenteuses sont les macrolides. On n'y pense pas forcément parce que c'est vrai que les macrolides, ça peut paraître des antibiotiques assez anodins, et pourtant il y a vraiment un problème d'interaction sur le métabolisme hépatique. La rifampicine, c'est utilisé de manière beaucoup moins large et généralement en tant qu'infectiologue, on y est bien sensibilisé. Et puis bien sûr, être très vigilant sur les fluoroquinolones, notamment avec le risque d'interaction sur les AVK, qui peut entraîner des surdosages et avec des conséquences parfois importantes en termes de risque hémorragique. Un élément qui est vraiment quasiment pas exploré dans la littérature et pourtant qui est problématique au quotidien pour nous tous qui traitons des sujets âgés, c'est la difficulté de l'administration de l'antibiotique. L'antibiotique, pour être efficace, il faut qu'il soit bien pris, qu'il passe au niveau du sang et qu'il aille au niveau du site infecté. Et la voie orale, chez un sujet polypathologique, est parfois très difficile à utiliser, soit parce qu'il va y avoir des problèmes de tolérance, soit parce qu'il peut y avoir des problématiques d'observance, notamment quand vous avez un traitement prolongé sur plusieurs semaines pour une infection ostéo-articulaire, pour peu que le sujet soit confus, un petit peu perdu, il risque d'oublier ses traitements. Et puis il y a également sur des patients encore plus dégradés, notamment dans les EHPAD, la problématique des troubles de déglutition qui peut être rédhibitoire pour administrer un antibiotique par voie orale. Alors, une alternative peut être la voie parentérale, mais l'intraveineux peut poser de problèmes en raison notamment de difficultés de réseau veineux, qui peut être très limité chez ces patients pour peu qu'ils soient très amaigris ou à l'inverse très obèses. Le risque en cas de confusion que les sujets âgés s'arrachent la perfusion. Et puis on a essayé de trouver des alternatives avec les PICC-line, les midline, mais c'est des dispositifs qui exposent au risque d'arrachage et surtout de surinfection ou de thrombose. La voie intramusculaire, elle, peut être utilisée pour certains antibiotiques, mais elle est contre-indiquée quand on a un traitement anticoagulant, et puis surtout elle est douloureuse, et donc faire un traitement de quelques jours ça passe, mais au-delà, pareil, illusoire pour pouvoir traiter de manière prolongée par voie intramusculaire. La question de la tolérance, là encore les antibiotiques, donc on l'a vu, sont souvent responsables d'effets indésirables liés au traitement co-administré, mais également par eux-mêmes entraînent fréquemment des effets indésirables. On sait également que l'âge en lui-même favorise la survenue d'effets indésirables, et ça a été bien montré notamment dans les traitements prolongés des infections ostéo-articulaires à staphylocoque doré par l'équipe de Lyon. Ces effets indésirables sont principalement digestifs, mais aussi rénaux, avec une néphrotoxicité qui peut être liée aux aminosides ou glycopeptides. La problématique de la confusion, qui est fréquente vraiment, notamment avec les quinolones, avec des doses parfois même très basses, et puis tous les autres effets secondaires classiques des traitements qu'on peut retrouver bien évidemment avec les antibiotiques, notamment chez le sujet âgé. Et puis juste un mot pour les considérations éthiques.
Ça se pose évidemment à la toute fin de vie des patients, chez les patients les plus dégradés. Il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à cette question, qui ont montré notamment que dans certaines EHPAD, c'est près de 20 ou 30% des sujets âgés qui ont reçu un antibiotique dans les 15 jours qui précédaient leur décès, parce qu'ils avaient fait un épisode infectieux aigu. Cette antibiothérapie, elle peut avoir un coût, mais surtout elle entraîne une pression de sélection et elle augmente le risque de BMR. Et donc il y a une vraie question éthique derrière. Est-ce qu'il est licite, au sens individuel, mais surtout au sens médical et sociétal, d'administrer un antibiotique qui va prolonger un patient pour une semaine ou deux, tout en exerçant une pression de sélection et donc favorisant le risque d'émergence de BMR. Et donc il y avait ce petit article-là de 2015 qui traite de la question, et ça fait partie des sujets qu'on essaie d'explorer avec notre groupe. Donc vous voyez, donc finalement, beaucoup de problématiques qui sont bien loin de la théorie qu'on a vue au départ et qui appellent à des réponses en pratique. Et ces réponses, elles ne sont pas faciles, bien sûr, à apporter, donc je vais essayer de vous donner quelques pistes. La première, c'est bien sûr le bon usage. Vous savez que le terme bon usage est utilisé de manière très large dans la population et c'est sans doute encore plus vrai dans la population âgée. Il faut absolument rationaliser toute prescription d'antibiotiques, limiter le nombre de prescriptions d'antibiotiques. Et je crois que vraiment le message, c'est d'arrêter de prescrire des antibiotiques pour rassurer le prescripteur. Le but des antibiotiques, c'est de soigner le malade. Et donc il faut vraiment une analyse clinique, une analyse microbiologique des éléments qui concernent le patient pour prescrire uniquement à bon escient. Limiter également la durée des traitements, c'est valable chez les plus jeunes, mais c'est également chez les sujets plus âgés. Et adapter le traitement, notamment la largeur de spectre, en fonction de l'état du patient, du risque de BMR. Désescalader dès que possible, là encore, rien de très original, mais c'est particulièrement vrai. Des traitements courts, comme je vous disais, qui sont nécessaires. Et puis, il y a une vigilance vraiment importante à avoir dans les établissements de long séjour. Donc là encore, ça fait partie des sujets qui méritent vraiment d'être explorés. Il y a l'équipe de Lille, avec Nicolas Baclet, là, qui commence un travail vraiment intéressant sur le sujet. L'idée étant d'identifier les prescriptions inappropriées d'antibiotiques. C'est très difficile de dire ce que c'est qu'une prescription inappropriée d'antibiotiques. À l'échelle individuelle, sur un avis infectiologique, on arrive à avoir notre avis, mais à l'échelle collective, l'idée, ce serait un peu de screener sur une population qui reçoit des antibiotiques, lesquels peuvent être appropriés ou non. Et donc, on va essayer de créer un petit peu des outils qui permettraient, dans une EHPAD, dans un hôpital, de voir quelles prescriptions sont inappropriées pour essayer de cibler un peu mieux la formation des médecins prescripteurs et l'utilisation ultérieure des antibiotiques. Alors il y a déjà des choses qui ont été faites, notamment pour ceux qui travaillent en EHPAD, il y a cet article qui date de 2014 qui rappelle les règles de bon usage des antibiotiques dans les structures pour personnes âgées, donc, en EHPAD ou USLD, qui identifie bien également les occasions où on a tendance à prescrire trop d'antibiotiques, parce qu'il y a un prélèvement qui a été fait alors qu'il n'y avait pas d'indication, un ECBU, un prélèvement de plaie, on reçoit un résultat positif et donc on a tendance à prescrire un traitement antibiotique. L'infirmière qui a pris l'initiative effectivement de faire ce prélèvement, elle l'a cru bien faire, elle n'est pas sensibilisée forcément à cette problématique-là. Donc vous voyez, donc on retrouve toutes ces règles de bon usage qui vraiment nécessitent d'être absolument rappelées et développées dans les unités de long séjour. Concernant l'utilisation des antibiotiques, vraiment un message qui est de plus en plus vrai, c'est particulièrement vrai chez les sujets âgés, c'est de privilégier les monothérapies. Clairement, les bithérapies, on y reviendra juste après, seront à limiter au plus, en utilisant de préférence les antibiotiques les moins toxiques. Et par exemple, c'est vrai qu'on a tendance, quand on doit traiter une infection à staph métière, à utiliser plutôt la daptomycine que la vancomycine, notamment chez un sujet qui a une insuffisance rénale. On peut également poser la question de la perfusion continue. Vous savez que pour les antibiotiques temps dépendants, on a des éléments indirects qui font dire qu'une perfusion continue est dans certaines situations au moins plus efficace. Est-ce que c'est réellement vrai chez le sujet âgé? C'est discutable parce que, là encore, il faut être pragmatique, mais laisser un pouce seringue accroché au bras d'un patient ou une perfusion en continu, ça veut dire que c'est un sujet âgé qui va se lever moins facilement, qui va se déplacer moins facilement. Est-ce que le bénéfice théorique qu'on tire d'une antibiothérapie continue est supérieur au risque qu'on fait courir parce qu'il va s'empiéger ou parce qu'il va moins se mobiliser? Moi, personnellement, j'ai tendance à penser qu'on ferait mieux de le laisser avec 2 perfusions par jour et par contre favoriser la mobilisation pour éviter le déclin fonctionnel. Et puis, on utilise encore
peu les dosages sériques, mais sans doute que ça fait partie des choses qu'il va falloir absolument creuser, parce que quand on les fait ponctuellement, on se rend compte qu'on arrive bien souvent à des surdosages majeurs avec des doses pourtant a priori adaptées à la fonction rénale. Et ça nous est encore arrivé il n'y a pas très longtemps sur un traitement par fluoroquinolone où le traitement était adapté et pourtant la patiente avait un taux de fluoroquinolone 10 fois supérieur à ce qu'on pouvait attendre. Donc vraiment, il y a tout un travail à faire sur les dosages sériques et ceux qui ont accès, je vous invite vraiment à y recourir. Les associations, comme je vous ai dit, le moins possible. Et juste un mot sur les amidosides, hein, c'est vrai qu'on ne prescrit quasiment plus d'amidosides. Alors je crois que c'est encore à la mode dans les milieux gériatriques et pourtant on incite vraiment à le faire de moins en moins. Et je crois que s'il y a une place pour les amidosides encore, c'est sur de la pathologie infectieuse grave, le choc septique, l'endocardite infectieuse. On les utilise de manière optimale, mais pour ceux qui travaillent dans des EHPAD ou dans des structures en dehors de l'hôpital, je pense que vraiment il faut arrêter d'utiliser des aminosides dont les effets néphrotoxiques sont vraiment trop importants par rapport aux bénéfices qu'on peut attendre. Juste quelques mots sur la voie sous-cutanée qui peut être une alternative aux voies intramusculaires et orales. Alors elle est très utilisée, mais en France uniquement. C'est vraiment une spécificité française, ça n'est fait nulle part ailleurs dans le monde. Et c'est vrai que quand on a étudié la question, on s'est rendu compte que quasiment tous les gériatres et infectiologues en France y ont recours. S'ils y ont recours, c'est sans doute parce que c'est efficace, mais en tout cas parce que c'est bien toléré, et ça on a pu bien montrer, hein, que c'est à peu près 20% des sujets qui reçoivent une antibiothérapie sous-cutanée qui ont des effets indésirables, mais ceux-ci sont vraiment locaux en général, bénins et parfaitement régressifs. C'est sans doute à privilégier pour les antibiotiques temps dépendants, notamment les bêta-lactamines, mais actuellement on manque vraiment de données de pharmacocinétique et on vient d'avoir une bourse là, de la NSM pour explorer l'APK, de l'amoxicilline, de la tazocilline et la ceftriaxone. Donc on espère pouvoir fournir ces données dans les mois qui viennent pour valider un petit peu cette prescription pragmatique. Et puis dernière chose, c'est toutes les mesures associées et notamment éviter le déclin fonctionnel. Et il y a ces recommandations de la HAS qui sont sorties la semaine dernière pour prévenir la dépendance iatrogène liée à l'hospitalisation du sujet âgé, et c'est également un élément fondamental parce qu'on aura beau adapter au mieux notre antibiothérapie, adapter les doses, si on laisse notre papy, notre mamie au lit, si on ne mobilise pas, si on ne nourrit pas correctement, si on ne lutte pas contre la confusion, il va se dégrader, il va décliner, il va mourir guéri de son infection, mais il va mourir quand même. Le recours à l'ambulatoire peut être également à utiliser, et on a des recommandations américaines qui éditent un petit peu dans quelle situation il peut être utilisé. Donc voilà, donc les messages à retenir en dehors des bons messages du chat, le message philosophique de bon sens, c'est d'abord que le bon usage des antibiotiques, c'est valable pour tout le monde, mais c'est encore plus indispensable chez le sujet âgé. À mon sens, il faut chercher à guérir le patient, mais surtout penser à ne pas lui nuire. Privilégier et optimiser la monothérapie, comme je vous l'ai dit. Attention vraiment aux patients polymédicamentés, éviter les interactions médicamenteuses. On peut utiliser la voie sous-cutanée, mais il faut bien connaître dans quel cadre et en connaître les limites. Il ne s'agit pas de faire de la sous-cutanée pour tout le monde et pour tous les antibiotiques. Prévenir le déclin fonctionnel, comme je vous l'ai dit. Et puis enfin, la question éthique qui mérite vraiment d'être explorée. Voilà, et donc je vous remercie.